Sunderlight Productions. Dans cet épisode, on parle de l'île de Ré, de simplifier son identité, de connaître le terrain, d'être obsédé par l'expérience client, de travailler en couple, de se remettre en cause, de travailler avec des contraintes, d'être obsédé par les détails, de gifs animés, de tout faire bien comme il faut pour se rendre compte que ça ne fonctionne pas, mais surtout, on digresse, et c'est super intéressant. Vous êtes tout est dans l'heure du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Nicolas Bellon. Et alors toi, non seulement t'es un danseur, mais t'es un danseur oriental, quoi. Je t'ai fait un petit mouvement de main. J'insiste sur ce petit fade que tu as fait de la musique de qualité. C'est tout un art Ah oui. de faire ça. Tu sais, toi, je vois derrière toi que t'es musicien et que t'as l'air de bien aimer ça. T'as une pure table de mixage aussi derrière. Ouais, des vestiges. Les vestiges, tu continues ou pas ? Ouais, carrément. Bah là, bon, attends, tu vois, il y a une autre batterie vraiment plus grande derrière. On va dire il y a deux batteries. Donc, vous n'avez pas l'image, les auditeurs, mais derrière Nicolas, il y a littéralement un orchestre. Non, il y a une petite batterie pour enfant, pour mon fils, voilà. et il y a une batterie pour papa, tu vois. Et il y a une guitare, une basse, des enceintes, une table de mixage et la lumière qui va bien. Parce que tu es photographe quand même. Faut pas déconner. Ouais, un petit spot, quoi. Quand même. Donc voilà, c'était l'intro pour ceux qui écoutent tous les épisodes. Vous savez qu'il y a des gens qui dansent, il y a des gens qui dansent pas. Nicolas est un danseur pendant le générique. Bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup Julien, c'est un plaisir. Tu sais quelle est la première question ? C'est l'elevator pitch. Tu rentres dans l'ascenseur, le bras de Steve Jobs passe, retient la porte, il rentre avec toi dans l'ascenseur, il te regarde, il te dit qui tu es, qu'est-ce que tu fais ? Et tu as 3 étages pour lui expliquer ça. Qu'est-ce que tu lui dis ? J'ai le temps du coup, techniquement 3 étages. Non, je lui dis bravo avant de lui dire bonjour, parce que forcément je serais impressionné. J'aime bien le personnage. Et je lui dirais que je suis un père de famille sur une île. Et je lui demanderais est-ce que tu connais quoi ? Est-ce que tu es déjà venu ou est-ce que tu veux venir ? Mais il me dirait bah non, je suis plus là. Vous te direz ouais, j'ai 3 maisons là-bas. Ouais, où elle m'appartient, mais chut, faut pas le dire. Il y a mon yacht au bord de l'île. Ouais, il pourrait pas venir. Voilà, bah, je suis photographe aussi, faut le préciser. Mais t'es papa avant tout. Ouais, je sais pas dans quelle ordre le mettre, mais disons que photographe, c'est ce qui me permet d'être sur une île. Et ma famille, c'est ce qui me permet aussi d'avoir envie d'y rester, quoi. Si je te définis, moi, de manière assez restrictive, on va dire, mais bon, c'est l'image que j'ai toujours eue de toi et je pense que c'est une image que tu cultives. Tu es un peu le photographe de l'île de Ré. Heureusement, il y en a d'autres. Il y en a d'autres ? Ouais, mais c'était celle que je connais. Mais je le crie un peu plus fort que les autres, peut-être. Je le crie un peu plus fort, surtout là, en ce moment où j'ai revu un peu pas mal de choses sur mon image. Du coup, je me suis rendu compte que par défaut, ouais, je revendique ça et ça fait partie de mon identité, c'est obligé. Ouais. Tes spécialités ? Mariage, parce que mes spécialités, elles sont définies par le lieu. Hein. On va se rendre compte là, pendant la discussion, que souvent tout est ramené un peu à la même chose. Mais ouais, mariage, famille, parce que ça en découle. Aquatique, et je pourrais développer un peu, c'est pas l'aquatique comme on l'entend, c'est-à-dire que c'est pas forcément des photos sous l'eau, mais c'est le fait d'être vraiment au contact de la mer et de s'évader en bateau. Je pense qu'on va en reparler. Et puis studio, parce que comme tout le monde, j'ai vécu un confinement et qu'un photographe pendant le confinement qui ne crée pas de studio, est-ce que vraiment c'est un photographe ? Non, mais j'ai juste réadapté un espace que j'avais qui était dédié à d'autres choses pour en faire un studio et aujourd'hui, je le propose. Tout ça, c'est en progression. On va dire mariage, famille, aquatique, studio. On va parler en cours d'épisode de quelque chose que moi, alors on se connaît sans se connaître, on s'est beaucoup parlé sur Clubhouse, on a pas mal discuté. J'ai vu ton travail parce que sur ces groupes de photographes sur Clubhouse, on a pas mal échangé à un moment sur nos travaux respectifs, on se partageait des galeries, on regardait les boulots des autres. Toi, j'ai longtemps suivi ton travail parce que je trouve que tu as une sensibilité assez forte dans les photos que tu fais. Il y a beaucoup d'émotions qui transparaissent. C'est pas que de la technique. Il y a vraiment quelque chose de très très fort là-dedans. Est-ce que tu as conscience de ça ? Est-ce que c'est intentionnel ? Est-ce que c'est quelque chose dont tu te rends pas forcément compte au moment où tu le fais ?
C'est intentionnel. C'est intentionnel et j'essaye de, par défaut du coup, de ne pas orienter tout sur la photo. J'essaye de détacher les gens de cette idée de la photo ou de contacter un photographe pour un résultat photographique. J'ai essayé d'être photographe comme c'est écrit, avec une prestation, une approche commerciale et tout. Et en fait, ça a rendu des photos de photographes que j'aime pas, quoi. C'est-à-dire que c'est des photos où il faut figer, où il se passe rien. Et j'étais que inspiré par des choses où il y avait de la vie, des moments intenses. Alors je dis pas que j'arrive à capter ça, mais je dis que j'ai complètement laissé tomber ce côté photographique là, d'être un photographe avec tout ça. Je m'en fous. J'ai juste un appareil photo parce que c'est ce que j'aime, mais ça intéresse pas les gens. Et puis j'essaye de leur dire ok, et j'essaye de me dire ok, qu'est-ce qu'une famille à ce moment-là aurait envie de vivre, et qu'est-ce qui serait normal, et à quel moment ils pourraient créer un vrai souvenir profond. Mais je te parle pas de photos, hein, je te parle d'un vrai moment, parce que sans trop digresser, mais moi ma vie au quotidien c'est un iPhone pour prendre des photos, parce que c'est à ce moment-là que les moments forts se passent, et c'est à ce moment-là où ils sont forts parce que je suis pas avec mon appareil photo, quoi. Je suis avec mon iPhone. En fait, j'ai mentalisé tout ce truc en me disant que les bons moments, ils existent, ils existent parce que soit on les pousse, soit ils existent en vrai. Et bah oui, si t'as un appareil photo pour faire une belle photo de ce moment, c'est mieux. Mais j'essaye toujours de penser avec eux, ok, mais qu'est-ce que vous feriez un soir comme ça en couple? À quel endroit vous iriez? Quel type de moment vous avez envie de vivre pour que ça rentre dans vos têtes? Ce qui fait qu'après, il n'y a plus d'attente au niveau d'un résultat photographique, ok? Ouais. Il y a juste un vrai souvenir on a vécu un vrai moment. Et en plus, on a quelques photos qui nous rappellent ce moment. Ouais. That's it. Donc, tu as essayé d'être dans le formatage en fait, du photographe type, mais tu te sentais prisonnier dedans quelque part. Bah, j'évoluais pas parce que en fait, d'une, j'avais pas. Je déteste cette pression que ça met de vendre un résultat, quoi. Tu vends un résultat aux gens, tu vends une photo propre, cadrée et tout. Je suis pas assez bon, quoi. Donc juste, mon intention, c'est de pousser les gens à vivre un vrai bon moment. Et des fois, je peux même faire des photos un peu fuckées. En fait, c'est pas grave, ça leur rappelle juste des moments différents. C'est marrant parce que c'est la troisième fois en pas longtemps, en moins de 10 jours, que j'entends ça. Le plus souvent, je l'entends sous la forme d'une citation de David Van Harvey qui est Shoot how it feels, not how it looks like. Donc, c'est photographier le ressenti et pas ce qui est devant vous, en fait. Je sais pas, Ouais, fais exactement. pas une image, fais de l'émotion, quoi. Ouais, tu peux le traduire de plein de manières, mais c'est ça. On le résume hyper bien. Après, c'est une vision. Est-ce que c'est une vision qui vient à tout photographe au bout d'un certain temps? Parce qu'à un moment, on se dit, tiens, est-ce qu'on n'essayerait pas cet angle de vue-là? Comme on se dirait, tiens, je voudrais bien être photographe de studio alors que je suis un photographe lifestyle. Est-ce que j'essayerais pas de baser mon approche sur le ressenti plutôt que sur mon résultat photographique? Peut-être que c'est juste une expérience et que plus tard, je passerai à autre chose. Mais pour moi, ça fait sens. Et pour plein d'autres photographes, j'ai l'impression que vu qu'on concentre tout sur l'expérience en ce moment de manière générale, les gens veulent être dans le ressenti, dans ce qu'on est vraiment et pourquoi on existe. Tu vois ce truc. Ouais. Et ben ça fait sens aussi dans la photo et dans les photographes. Donc c'est cool, c'est une autre approche et ça permet d'être un petit peu plus personnel. Je crois que c'est une évolution qu'à un moment on vit tous, mais ça vient plus ou moins vite. Tu as des gens qui sont plus sensibles au départ que d'autres. Moi j'ai mis 10 ans à en arriver là et je pense que je n'ai pas encore tout à fait passé ce petit cap, mais bon, ça va venir à force de discuter avec des gens comme toi. J'ai bien fini par comprendre tu prends plus de plaisir ce que veut dire cette citation. Non, mais si tu prends plus de plaisir en tout cas à faire ça, moi en tout cas c'est ma réponse, quoi. C'est plus confortable et beaucoup plus de plaisir. L'appareil est un accessoire en fait, mais voilà, c'est pas le truc, c'est pas le dénominateur, c'est pas ce qui fait que tu es là, quoi. C'est pas le pourquoi. Il est juste dans ta main au bon moment pour faire des belles images. On va attaquer la partie philosophie photo. La première question de cette partie, c'est celle de tes influences. Je l'ai simplifiée récemment en la transformant en si tu offrais un livre à un photographe, qu'est-ce que ce serait ? C'est pas évident parce que j'ai pas une grosse culture photographique avec des kilos de référence. J'ai un Instagram, quoi, avec des fois des photographes qui passent et des photos qui vont m'inspirer. Donc je follow, je stocke, je m'inspire, mais ma culture photographique, voilà, je l'ai pas encore trop creusée. Il y a un truc que je peux recommander pour répondre aux critères de ton podcast. C'est une BD, ça s'appelle Le Photographe. C'est en 3 volets. Et sans vous pitcher trop vite le truc, mais voilà, c'est un photographe de reportage dans les années 80. Il vraiment se dit, je vais partir avec Reporters sans frontières et je vais
je vais aller en Afghanistan, je vais fuir les Russes, traverser en fait tout le pays dans des conditions assez folles où ils vont aider le peuple. Et les 3 livres sont très beaux, donc c'est 3 objets jolis, bien illustrés. Et à l'intérieur, on a un mélange de BD dessinées et d'images qu'il a shootées. C'est un FT, je crois qu'il avait en full pellicule, quoi, forcément. Et donc, c'est hyper intéressant d'avoir son approche de photographe qui vient là pour vivre une expérience, vraiment au contact des gens, et des images dures des fois. Enfin, c'est hyper sympa. Voilà, 3 volets, c'est accessible, c'est sur Amazon ou sur d'autres trucs. Voilà, le photographe. Je trouverai le lien et je le mettrai dans les notes d'épisode. Mais c'est marrant, tu viens de redire expérience, tu vois. Je suis obsédé par ça. C'est l'essentiel. Puisqu'on parlait de l'île de Ré, qui est ton terrain de jeu, en fait, on va parler de connaissance du terrain. C'est peut-être une idée reçue que moi j'ai. Mais j'ai l'impression que l'île de Ré étant assez restreinte, tu as tes habitudes là-bas, tu connais bien le terrain. L'approche à la mode aujourd'hui, c'est un peu celle que moi j'ai le plus souvent, c'est de partir à l'aventure sans savoir sur quoi je vais tomber. L'approche populaire, on va dire, en ce moment, enfin, si tu discutes avec plein de photographes, si tu fais quelques formations, des choses comme ça, c'est pars à l'aventure, tu trouveras bien quelque chose à photographier, à faire. C'est assez facile quand on vit dans un endroit où il y a beaucoup de place, où il se passe beaucoup de choses, ou quand on fait du destination wedding, par exemple, et que on n'a pas le temps de faire du repérage. Toi, tu vis sur une île qui, a priori, n'est pas très grande, que tu connais bien. En tout cas, tu te présentes comme quelqu'un connaissant bien les lieux. J'y travaille. Tu y travailles ? J'y travaille à essayer de... Alors, ça y est, je rebondis sur ce que tu as dit. J'y travaille à connaître les lieux, de manière personnelle. Alors, comment essayer d'être clair ? L'île de Ré, c'est ce qui me détermine. Moi, j'ai pas choisi d'être là. C'est ma mère qui est venue il y a longtemps. Nos grands-parents étaient là. Voilà, ça s'est fait comme ça. Je me suis finalement intéressé très tard parce que c'est des petits villages, 10 petits villages sur une île qui fait 80 km de long ou de superficie. C'est comme des petits quartiers dans une ville. C'est-à-dire que chacun vit dans son quartier, ça se mélange pas forcément, chacun a ses attitudes, son petit commerce, son petit truc. Donc tu as cette idée-là où même si j'ai pu vivre pendant des années dans un village où il y avait 800 habitants, il a fallu plus tard que je commence à me rendre compte que oula, mais il y a d'autres villages. Non, mais on est vraiment à ce niveau-là, quoi, ado. Donc plus j'ai grandi, plus j'ai évolué, plus maintenant avec la famille, avec l'envie de manière générale de découvrir un peu autre chose que l'île de Ré, j'ai pris le temps de commencer à repérer plein de petits lieux. La photo m'a beaucoup aidé à découvrir des villages. Donc ouais, je commence à avoir une connaissance des lieux et j'aime ça. Et j'essaye aussi même de m'intéresser un peu à l'histoire de l'île parce que je trouve ça toujours cool d'en parler en fait avec mes couples parce qu'ils sont jamais là par hasard, quoi. Mais tu découvres encore des choses aujourd'hui ? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, ouais, carrément. Ne serait-ce qu'une ruelle, ne serait-ce qu'une arche, ne serait-ce qu'un petit chemin qui part, ne serait-ce qu'une dune qui amène à un endroit. Il y a tellement de choses qui changent. Si tu veux, le décor, il est assez commun à un lieu en bord de mer. Quoi, la mer tout autour. Soit tu y accèdes à des endroits plats, soit tu as un peu de dunes et un peu de forêt avant. Mais par contre, tu vas trouver des petits détails parce qu'il y a certaines forêts qui vont pas être exactement pareilles. Il va y avoir certains types d'arbres. En photo, on cherche beaucoup des fonds ou des lignes, tu vois, des endroits qui vont, ok, on est dans la nature, on est censé s'en moquer un peu, mais en vrai, si tu as un truc un peu symétrique derrière, ça construit ton image. Donc oui, on va dire que tous les 100 mètres, tu peux techniquement trouver un nouvel angle de vue, peu importe où je suis. D'accord, c'était ma question, c'était comment est-ce que justement on trouve l'inspiration sans forcément se répéter quand on est dans des endroits qu'on connaît bien. Oui. C'est ça, il faut essayer de trouver des nouveaux endroits constamment, puisque le terrain est le même entre guillemets, mais je trouve que pour ce que je fais, il est quand même suffisamment adapté. Il est adapté pour les gens qui me contactent parce qu'ils savent ce qu'ils veulent, tu vois ce que je veux dire. Ils viennent là pour ça, pour ce cadre. Donc après, c'est à moi 1 ou 2 fois par an d'essayer d'être un petit peu créatif avec quelque chose que j'aurais imaginé moi, que je peux pas forcément faire avec des gens qui veulent un souvenir. Donc c'est là-dessus que je vais soigner un peu cette petite frustration que je peux avoir des fois dans la répétition. Je vais du coup prendre le temps peut-être d'expérimenter un peu le matos parce que je vais changer d'objet, je vais essayer de tester quelque chose. Je vais essayer de rentrer plus profond dans la tête de mes couples
Peut-être parce que par défaut, je sais à peu près où on va aller, parce que je connais le lieu. Je sais quel type de photos je peux leur amener. Je connais la lumière et mon matériel. Qu'est-ce qui peut foutrement changer? Ça va être eux, quoi, fondamentalement, leur histoire et à quel degré on peut trouver du sens à aller faire s'asseoir ici, ou à les faire mettre dans telle position, ou à les faire boire tel type de truc à tel endroit. C'est plus eux, en fait, par eux, parce qu'ils sont, que je peux me renouveler, quoi. C'est marrant parce que ce que tu viens de dire, ça me fait penser à la contrainte d'avoir une seule optique, par exemple, tu vois, et d'être obligé de bouger, de ne pas avoir un milliard d'options. Donc ça te contraint à être créatif. Et c'est presque la manière dont tu le présentes, la connaissance du terrain, c'est presque une contrainte qui t'oblige à être créatif ailleurs et à t'intéresser plus aux gens finalement. Ouais, c'est une bonne excuse pour m'intéresser plus aux gens, plus créatif. Je travaille énormément maintenant à montrer et sur mon site et sur mes futures publications plus d'expérience. Mais tout ça, c'est en progress. Donc, actuellement, tu vois que mes photos montrent des choses plus ou moins différentes, mais je publie peu parce que je peux pas être surcréatif, malgré le nombre de photos que je fais. En tout cas, ça t'oblige à un effort conscient pour justement travailler là-dessus, quoi. Ouais, qui est vraiment supportable, hein, quand tu vois le quotidien, quand il fait beau et que tu es dans un cadre qui t'élève, avec des gens où tu as des discussions qui t'élèvent. Finalement, même si à un moment le cadre est le même, la lumière et le lieu sont plus ou moins les mêmes, ça n'a pas d'importance pour moi. C'est une bonne réponse. Si on parle un petit peu de ton activité en tant que photographe, la plupart du temps, si tu prends tous les cours de marketing, toutes les formations, on va te dire spécialisez-vous. Votre site, il doit être spécialisé sur un truc. Il y a des photographes qui font du mariage, qui refusent de faire de la famille parce qu'il faut gérer des gamins, c'est compliqué, machin. Moi, je sais que ça a longtemps été mon excuse de dire j'ai pas envie de gérer des enfants. En fait, je me rends compte que c'est assez similaire et on s'y met. Toi, tu fais donc mariage, famille, studio, tu as ce côté aquatique, contact avec la mer, où tu varies pas mal le type de photos que tu fais, là où tout le monde tend à se spécialiser. Est-ce que, justement, c'est l'île de Ré qui fait que tu varies tes spécialités? C'est un choix de ta part de peut-être te lancer dans tout ça? Ouais, écoute, c'est un truc que finalement j'ai toujours fait. D'être je suis plutôt un slasher, on va dire que de manière générale, même au-delà de la photo, dans ma vie, j'ai toujours fait plein de trucs différents, en essayant quand même d'être bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre à dire, hein, en essayant d'être humble, mais en tout cas, en essayant quand même de me spécialiser, mais de me diversifier. T'essaies de bien faire les choses, quoi, quand tu les fais. Ouais, bien faire les choses. Je pense que je suis perfectionniste. Et dans la photo, ça a fait la même chose. C'est-à-dire que là, pendant de nombreuses années, j'ai voulu absolument m'obséder à dire que j'étais qu'un photographe de mariage. En fait, je me suis rendu compte, il y a 2 ans, justement avec le Covid, qui m'a permis vraiment de me vider la tête et de réfléchir à plein de choses, que en fait, me diversifier, c'est un choix assumé aujourd'hui. De la même manière que j'ai assumé d'être hyper ciblé sur le mariage. Aujourd'hui, il y a une envie de m'ouvrir avec mon site et aussi ma com sur, ok, spécialiste de mariage intimiste, petit mariage, parce que ça se prête à l'île de Ré. On peut pas faire des grands mariages à 200 personnes. On fait des petits mariages autour de 100 personnes. Et vient en découler des petits moments de famille hyper cool où j'ai plein d'idées où on peut aller. Et évidemment, pendant le confinement, juste avant le confinement, j'avais retapé un petit bateau qu'on utilisait. C'était un rêve d'avoir un bateau. Moi, j'ai grandi sur des bateaux et tout. Bref. Et quand j'étais en mer en train de naviguer, je me suis dit un jour, imagine, j'emmène des gens faire des photos avec mon bateau sur un endroit complètement fou. Et tout ça, ça a mûri. Et là, en 2 ans maintenant, après le Covid, il y a une vraie page sur mon site où l'année dernière, j'ai emmené 5 couples, quoi, à différents moments de la saison. Et donc voilà, je les emmène en bateau sur un îlot de sable, quoi, une espèce de dune de sable qui se découvre qu'à marée basse. Et puis le studio est venu aussi. Donc en fait, c'est très diversifié. Je l'accorde que c'est pas évident à tout comprendre, mais si tu vas sur mon site, il y a 4 onglets, ok? Mariage, famille, bateau et studio. Ton site, il est méga clair. Franchement, on peut pas faire plus simple et plus explicite sur ce que tu fais, la manière dont tu le fais. Et justement, tu vois, la question suivante, c'était tu organises même des expériences où justement, tu vas quand tu présentes ta session famille, tu dis je vais vous aider à créer le moment que je vais photographier. Tu fais des photos, si tu crées un moment et t'es derrière pour le photographier. Ça, c'est le côté un peu créateur d'expérience. Même ton studio,
Il y a une vidéo sur YouTube où on voit la création du studio qui a duré longtemps. En plus, ça a duré, ça s'est étalé sur presque 2 ans, je crois. Et encore, je crois qu'au moment de la fin de la vidéo, on n'est pas totalement au bout parce qu'après, il y a le studio qui se crée. Bien sûr. Mais ton studio, quand on voit les photos de l'endroit, c'est pas un studio photo comme on peut imaginer avec des fonds de couleurs, des flashs dans tous les sens. C'est vraiment un endroit cosy. Ça pourrait être une baraque, quoi. C'était complètement le sens. Alors, je te fais un petit pitch sur le studio. En gros, il nous fallait un lieu. Donc, pour bien recibler, on est un couple. Hein. Mel, ma femme, est organisatrice de mariage. Donc, du coup, on avait besoin d'un espace pour se développer et créer. Donc, il y a cet atelier qui est un atelier qui fait 60 mètres carrés sur un niveau, en fait. Tu vois. On a fait une ambiance un peu de loft, c'est ouvert en haut, on a nos bureaux, ordinateurs, des petites banquettes, on reçoit nos couples et tout. En bas, on a fait un petit coin cheminée et puis c'est un espèce d'endroit où on stocke de la décoration, on crée toute la signalétique pour les mariages, on ponce, on coupe, on crée des meubles, on fait des lustres. T'as même fait des néons, non, je crois, à un moment dans ça. Alors, on va y venir, mais je vais passer pour un fourre-tout, mais c'est vrai que je fais beaucoup de choses. Ouais. Je fais beaucoup de choses, mais voilà, j'essaie de hiérarchiser les choses. Ça se structure, mais cet endroit est à la base en bas un atelier créatif et avec un menuisier, on a fait des grandes cloisons roulantes en bois pour pas se retrouver avec des fonds de photographes en papier pas beau, ce qui fait qu'en fait l'espace en bas tout roule et en fait on peut cacher toute la partie atelier bricolage qui vient se mettre avec des cloisons, on se retrouve dans un espèce de salon qui fait 50 mètres carrés avec des grandes baies et voilà, c'est un espace où les gens viennent se sentir comme à la maison. Voilà, il y a une cheminée, il y a une petite cuisine, enfin c'est patiné, c'est plein d'objets de récup et tout. C'était vraiment hyper important de pas avoir cette impression d'être dans un studio photographique avec le photographe, le petit ordinateur, avec le fond blanc qui descend, et puis ici on fait des photos. Non, je voulais vraiment que ce soit un truc où les gens ils comprennent pas, ils sont dans une banquette avec leurs gamins, avec des tapis. Il y a quand même des fonds, hein, mais je les ai cachés. Hein. Il y a quand même des fonds de couleur, hein, mais bon, voilà. Mais ils sont planqués, enfin ça fait pas studio de photographe encore une fois. Donc non, il faut pas. Encore le côté créateur expérience. Tu disais justement que ta femme est organisatrice de mariage. Est-ce qu'elle a eu une influence sur toi de ce point de vue-là, justement, ce côté organisation, gérer tout le cadre, gérer tout l'événement, parce que les wedding planners, concrètement, elles organisent de l'émotion. Est-ce que soit elle t'a poussé, soit elle t'a influencé, peut-être elle t'a simplement inspiré? Alors, elle m'a fait découvrir le mariage. Voilà. C'est vraiment elle qui était à la clé de ça. Quand on s'est rencontrés, elle était juste à 1 an de la création de son agence. Et donc, forcément, en se côtoyant, en l'aidant même, en venant sur le terrain, parce que je suis plutôt quelqu'un de bricoleur et tout, elle avait besoin, j'étais une personne qui l'a aidée au début, techniquement, quoi, on va dire. Et j'ai commencé à me rendre compte, quoi, de l'univers du mariage et me dire, attends, mais c'est incroyable. En fait, moi, j'étais vraiment que sur le côté technique. Ok, il faut mettre un rack ici, il faut installer ça là et tout. Et à un moment, je me suis dit, il y avait vraiment une vie, quoi. Il y a vraiment des gens. Pourquoi les gens, ils se marient? Même ça me fuckait. Je me disais, mais putain, je comprends même pas c'est quoi le délire. Ça leur coûte une tonne. Ils veulent absolument voir la mer. J'étais vraiment comme un newbie autour de toute cette sphère du mariage. Et puis, moi, j'étais musicien à l'époque. Donc, tu vois, vraiment, je gagnais ma vie avec ça. Et c'était cool. Mais c'était pas très, ça m'obligeait à bouger un peu partout. J'étais là et pas là. Et puis à fur et à mesure, et puis j'avais besoin de faire de la photo, tu vois, pour même mes projets de musique à moi, j'avais besoin d'utiliser mon image. Puis un beau jour, je me suis retrouvé sur un événement avec un appareil photo, quoi. Donc tac, j'ai commencé à shooter des trucs et me dire en fait, ouais, ok, bon, c'est dur, je vais essayer et tout. Et paf, c'est parti comme ça. Donc si ta question c'est est-ce que Mel elle a eu une influence sur moi? Bah ouais, je suis son propre produit, on va dire, puisque elle m'a fait découvrir cet univers. Et après, ça a été très marrant de voir comment moi je suis aussi rentré dans le sien. Et on est vraiment extrêmement complémentaires. Son bureau, il est à 5 mètres de moi, là, et on vit dans un même espace. On a créé tout un écosystème qui doit respecter et un espace vraiment dédié à la famille et un espace vraiment dédié au travail. On a vraiment organisé notre vie pour que... Parce que t'imagines, hein, les samedis, on bosse tous les deux, soit sur les mêmes mariages, soit sur des mariages différents. On a 2 enfants à gérer, tu vois, plus tu vois, les shootings et pas mal de choses à organiser. Et tu vois, la préparation de déco, les organisations de mariage, il y a beaucoup de choses. Donc ouais, c'était ce lieu, en tout cas, le studio était hyper important. Et nous deux, avec Mel, on est hyper liés, quoi. On est vraiment le produit l'un de l'autre, quoi. Je m'étais posé cette question à un moment, justement, de voir ce côté
très à prendre en main l'organisation des choses en fait. Et effectivement, moi je savais déjà que ta femme était wedding planner, et justement je me demandais dans quelle mesure peut-être c'était elle qui t'avait poussé dans cette direction, ou peut-être c'était une influence naturelle finalement de voir que ça existait, que tu pouvais aussi mettre la main dans cette partie-là de l'expérience client en fait. On va parler d'un sujet qui n'a rien à voir. J'avais reçu Éric René Penoy il y a quelques temps dans un podcast, et lui aussi fait beaucoup de gifs animés. Moi, j'en fais aussi maintenant, mais par contre, c'est pas quelque chose que je vends, c'est pas quelque chose dont je parle avant. En général, c'est une surprise pour les mariés quand ils vont dans leur galerie. Ou pour mes clients en général, parce que même sur des événements entreprises, je les fais. Enfin, dès que tu commences à faire une rafale, tu peux tout de suite partir là-dedans. Toi, t'en parles carrément dans ta formule, t'expliques même ce que c'est. C'est une partie, j'ai l'impression, assez importante de ton travail. J'ai l'impression que c'est le métier de photographe en fait qui est en train de changer par le biais de la technique. C'est évident. Alors, bon, le GIF, je pense que c'est un... Il y a plein de choses dedans. Hein. Pour moi, le premier, c'est se démarquer. Je pense que c'est un outil, une vision ou un... Comment dire ? J'essaye vraiment de leur expliquer un peu sur mon site à quoi ça correspond pour essayer de les attirer un peu dans ce délire, parce que la vérité, c'est qu'ils s'en cognent un peu, quoi. Nous, on veut des GIFs pour faire un truc fun, peut-être sur un Insta ou voilà, mais... Et donc, j'essaie... Ouais, vas-y, pardon. Surtout que ton couple, en fait, il doit penser à son livre et qu'il se demande comment ça va rentrer là-dedans, quoi. Et j'ai pensé à des trucs, en vrai. J'ai pensé à imprimer imagine des petits calepins. Et les flipbooks, là. Calepins des petits flipbooks de 30 pages, où en fait, t'imprimes, ou même ça pourrait être 60 pages, et t'imprimes sur chaque petite feuille la rafale, en fait. Et t'imagines, les gens, ils ont des mini-books un peu mortels, tu vois, où ils feuilletent, en fait, en ouvrant le livre en deux, et ça anime le moment. Moi, je trouve ça génial, mais effectivement, après, c'est dur à vendre aux gens, quoi. Ouais, c'est dur à faire. Mais bon, voilà, en fait, le GIF, c'est hyper dur de le rendre matériellement intéressant et de l'expliquer. Mais c'est sûr que plus ça va, et pour revenir sur ta question initiale, c'est le métier a changé, il évolue. Oui, il évolue. Les appareils photo et leur capacité, forcément, à shooter en rafale, font que, bon, tu peux rapidement te dire, ok, de toute manière, à la base, je rentre avec 5000 photos brutes d'un mariage, je vais bien, sur certaines rafales, pouvoir les animer. Ouais. Maintenant, comment rendre ça un peu intéressant et comment le vendre, ou comment en faire une plus-value, c'est ce que moi j'essaye de faire, de l'expliquer, de le mettre en avant un peu dans ma communication. Et ça soigne une petite frustration en moi de vidéaste. Ouais. On va dire qu'à la base, je t'ai parlé de la photo quand j'ai commencé, mais on va dire que vu que je commençais, j'avais besoin de m'intéresser à tout. Et j'ai fait un virage dans la vidéo. Et ça m'a d'ailleurs, pendant 2 ans, ça a été mon travail, quoi. Vraiment, j'étais vidéaste de mariage avant d'être photographe, avec tout le matos qui va avec, la peur de tout, faut tout acheter, faut tout essayer. Enfin voilà, j'étais dans ce... Et puis j'avais pas de collègues, hein, comme tu dis, je vis sur l'île de Ré, donc tu n'as pas de collègues pour te dire attends, t'as testé ça, c'est bien ou pas ? Non, tu l'achètes, tu te saignes, tu l'achètes, c'est le moindre sou qui rentre, tu testes et tu revends si ça va pas, quoi. Donc si tu veux, le GIF je digresse tout le temps, pardon. Le GIF était l'équilibre parfait entre cette image vidéo que tu as en tête, que tu vois, et le souvenir qui doit être juste un instant, une seule photo qu'il faut choisir, c'est celle-là qui représente ce moment. Et quand tu peux, à certains moments, giffer ce moment, on va dire le compiler, l'animer, même s'il dure 4 secondes, 5 secondes, tu proposes forcément quelque chose aux gens, tu actives le mode souvenir de manière cool, et parce qu'on est un peu, alors je sais pas à quel degré, chacun est geek à sa manière. Moi, j'ai toute cette partie technique que j'aime beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps à essayer d'élaborer vraiment un process pour éditer de manière simple mes GIFs, les animer. Et aujourd'hui, avec les galeries photos, il y a des galeries qui acceptent les GIFs animés. Ouais. C'est-à-dire que toute mon approche, quand je suis avec mes couples et quand je les photographie, est toujours... Bon, je l'ai en tête et je leur dis toujours que le résultat, c'est la galerie. C'est là que l'expérience va se créer, va revenir. Et quand là-dedans, tu peux, au milieu des photos, intégrer des GIFs, c'est le mindfuck. Moi, je vais te dire comment j'ai découvert, comment j'ai pensé au GIF la première fois. J'étais sur un mariage juif, et tu sais, dans le mariage juif, il y a le moment où le marié casse un verre avec le pied. Yep. Et je sais pas si tu as déjà essayé de photographier ça. Mais oui, j'ai déjà raté ça. Ouais, voilà. C'est beaucoup plus facile de le rater que de le réussir. Et même quand tu le réussis, c'est rarement...
génial parce que tu vois concrètement un mec qui a le pied écrasé par terre après avoir mis un coup de pied. Bon, c'est pas. T'as pas de sens en fait pour une photo, si tu sais pas ce que c'est, tu vas pas comprendre ce qui s'est passé, pourquoi. Donc tu as une photo avec le pied levé, une photo avec le pied écrasé par terre, et puis voilà. Et en fait, comme tu le fais en mode rafale, parce que t'as pas le choix si tu veux avoir une chance d'avoir l'image au bon moment. À un moment, en fait, en faisant défiler les photos, je me suis rendu compte de ça et j'avais fait ce fameux gif. Moi, c'est à ça que ça me servait. C'était pour des moments que je ne comprenais pas comment photographier. C'était une triche quelque part. Parce que ça ne rendait pas en photo, mais par contre, dans cette forme-là, ça rendait bien. Ouais, tu peux pas dire c'est une triche, c'est génial, quoi. C'est juste, c'est trop bien. C'est trop bien. Mais aujourd'hui, ils s'y attendent certainement pas. À l'époque, on avait les moyens techniques de le faire. On avait moins de moyens techniques pour les partager. Je veux dire, tu faisais un WeTransfer, ton truc il était perdu parce que évidemment, tu peux pas organiser un WeTransfer comme tu organises une galerie. Il faut renommer tes fichiers. Ils sont classés par date la moitié du temps. Donc en fait, comme ton GIF, tu l'as fait après tout le reste des albums. Finalement, il apparaît pas au bon endroit. C'est tout récent qu'on ait un vrai intérêt à faire ça. Je trouve génial comme on l'utilise aujourd'hui. Je souhaiterais que. Alors c'est un onglet qui est mis sur mon site internet. Ça s'appelle GIFteller. C'est vraiment le fait de développer cette partie GIF et de la rendre beaucoup plus utilisable pour les gens, pour les clients, pour les couples, pour les vrais gens dans la vraie vie. Je pense que c'est hyper important. Et moi, j'ai carrément créé une page sur mon site qui s'appelle GIFteller où on peut aller dessus. Il y a un formulaire de contact pour des gens qui voudraient collaborer avec moi pour créer ce projet, quoi. Je voudrais vraiment qu'on arrive à créer un outil qui permette de faire des GIFs de manière plus simple et surtout que les clients puissent les utiliser de manière beaucoup plus fluide, quoi. Ouais. Le message est passé. Si quelqu'un est intéressé, s'y connaît, est capable de faire ça, qui te contacte directement, je mettrai tous les liens pour te joindre. Il y a une extension à ça. C'est marrant que tu aies parlé de vidéo. Tu vois, tu as digressé, mais en vrai, c'était la question suivante. C'est que tu fais des mini-vidéos, ce que je trouve très, très couillu, très honnêtement, parce que faire photo et vidéo un jour de mariage, moi, quand on me demande ça, je dis non, parce que je pense que c'est la meilleure manière de rater et les photos et les vidéos. Mais toi, tu le fais plutôt bien. J'ai remarqué que tu prends moins de risques pendant la cérémonie quand même, parce que la vidéo que j'ai vue, t'as une petite coupure, tu vois qu'ils sont dans l'église et après tu vois qu'ils sortent de l'église, et entre les deux, je pense que une vidéo d'église une vidéo d'église sans audio, en fait, puisque moi je ne fournis pas d'audio. Ouais. Tu passes à côté du truc. Pour moi, c'est cool de comprendre qu'ils sont dans une église et de tout de suite montrer le waouh de la sortie d'église en slow-mo. Mais on va parler vidéo, ouais, évidemment. Mais c'est couillu quand même de faire des trucs comme ça, parce que c'est un vrai risque, on est d'accord. Je pense pas que ça soit un risque. Alors, pour arriver à le faire, j'ai d'abord au début, je l'ai pas vendu. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, je suis un photographe de mariage, ok, je fais mon accompagnement de couple et je profite de ma journée. Et tiens, si j'essaie de temps en temps avec mon deuxième boîtier de mettre le mode rec, et on voit ce qui se passe. Puis ça commençait comme ça, quoi. Et puis bon, voilà, quelques mariages. Très rapidement, je me suis rendu compte que c'était plus ou moins possible si je me mettais certaines règles. À savoir, je ne filme pas tout. Ok, je filme ce que pour moi graphiquement est intéressant, c'est-à-dire les temps forts. Ok, préparatifs des mariés, un petit moment de chaque côté, un moment où ils se donnent la main, une entrée ou une sortie de cérémonie, une entrée dans un dîner, un cocktail, une lumière, le moment de couple. Enfin, ça peut être résumé à 10 moments forts dans une journée que tu filmes. Et je le filme en slow-mo. Ça veut dire que je filme, bon, allez, petit moment geekerie, petit moment technique. Je filme en 100 images secondes, tu vois, pour avoir la possibilité de ralentir ce moment, ce qui me permet qu'une image que j'ai pas bien cadrée, pas bien stabilisée, au ralenti, elle est smooth, elle est jolie. Et en bricolant ça pendant un an, une saison, je me suis rendu compte que ça pouvait être une offre. Donc je me suis dit, tiens, je peux me démarquer avec ça. Donc j'ai commencé à le commercialiser et puis à le mettre en avant en tout cas. Et surtout, j'explique aujourd'hui, maintenant, j'explique que je ne pourrais pas tout capter et que ma priorité, c'est la photo. Et que quand il y a des moments, une sortie d'église où j'ai dans la main gauche mon boîtier photo, dans la main droite mon boîtier vidéo, que je retourne le boîtier pour que les deux soient cul à cul, pour qu'ils soient stables et que j'essaye de capter ce moment sans bouger. S'il y a, pour X ou Y raison, il y a un moment où je le sens pas, même sur un ressenti personnel, hein, je rec pas en fait. Je me concentre sur la photo. De te concentrer sur la photo, quoi. Voilà, et au pire, j'ajoute le gif que j'ai fait dans le montage vidéo et les gens ont le même ressenti. Moi, ce que je leur explique à mes couples, c'est que cette vision d'avoir et de la photo et de la vidéo dans le mariage, c'est soit de le partager à un petit teaser, parce que c'est ça que je rends, c'est à 1 minute 30, 2 minutes, soit c'est un petit teaser cool à balancer à des gens qui n'ont pas pu venir,
soit c'est un petit teaser cool à balancer à tous ceux qui étaient là et qui veulent juste refaire un petit reminder et ils voient 2 minutes de ça et c'est sympa. Voilà, that's it. C'était de soigner ce petit côté, cette petite vision cinématique, enfin en tout cas vidéo, quoi, vidéaste, de la soigner en l'intégrant à ma partie photo. C'est rigolo, tu vois ce que tu viens de dire. Tu disais, je capture pas d'audio. Moi, ça me viendrait pas à l'esprit de faire de la vidéo sur un mariage, par exemple. Mais par contre, j'ai un petit enregistreur audio que je laisse traîner dans les moments où je sens qu'il pourrait y avoir des choses intéressantes, quand il va y avoir des cris, des applaudissements, quand il va y avoir des discours, quand il va y avoir des choses comme ça. J'ai cette tendance à justement poser un petit enregistreur audio et essayer de capturer ça. Et j'ai encore jamais réussi à l'intégrer proprement dans mes galeries, pour être tout à fait honnête. Pour l'instant, j'en suis au stade de l'expérimentation. Mais c'est quelque chose auquel je pense, moi. C'est l'idée, en tout cas, qui te plaît de fournir un moyen, un outil ou une texture qui va leur permettre de rappeler, de vivre un vrai moment. Tu vois, c'est intéressant. Quand tu arrives par exemple, au moment où ils font des discours, tu as 15-20 photos du discours par-ci par-là. Je me dis pourquoi, sur le temps de ces 15-20 photos, si le discours n'est pas trop long, en ressortir un bout. Ce serait pas. Je sais pas, ça me semble pas. J'ai jamais encore réussi à le faire proprement, très sincèrement. Mais c'est une idée qui me trotte dans la tête maintenant. Je le comprends tellement. Je le comprends puisque c'est vraiment un moyen. C'est n'importe quel moyen sera bon. C'est comme si on pouvait, le jour du mariage, je sais pas, capturer une odeur ou capturer une texture ou un truc et qu'on pouvait le renvoyer au couple par la poste, genre 6 mois après le mariage. C'est l'expérience en fait, on est d'accord. Ouais, exactement. Donc c'est un moyen comme un autre et l'audio, c'est c'est connu entre guillemets, c'est facile à enregistrer. Maintenant, quel moment va vraiment avoir du sens avec du recul? Et c'est là où tu es, c'est-à-dire, ok, où est-ce que je mets cet échantillon audio? Est-ce qu'il n'est pas trop long? En fait, quand tu accompagnes des gens, entre guillemets, lambda dans la vie de tous les jours, les moments ne sont pas intenses et très courts, résumés en quelques secondes. Ils sont souvent étalés. Donc, soit tu triches et tes bandes audio, tu les coupes pour créer ces petits moments hyper intenses que tu mets avec une galerie photo. Soit tu le mets pas, ou soit tu le mets et tu dis bah voilà, ok, écoutez cette bande de ce moment audio de 10 minutes. Mais c'est intéressant. Tout ça pour dire que tout ce qui peut faire remonter du souvenir, c'est de la nourriture. Je crois qu'on touche à la démarche artistique en fait, pour le coup. Parce qu'on n'est pas dans quelque chose qui existe, c'était obligé d'expérimenter dans plein de directions différentes pour voir ce qui va fonctionner. C'est ça, pour moi, la création. Alors, je trouve que ça existe déjà. Donc, moi, j'ai une vision de l'artistique qui est qu'il faut un artiste pour moi est quelqu'un qui invente ou qui propose quelque chose de vraiment singulier. Je pense pas que dans ajouter de l'audio ou faire des gifs ou d'autres choses comme ça, tous les moyens me rendre artiste réellement, mais je te parle pas de l'aspect technique justement du truc, je te parle de la somme de tout ça, moi. C'est plus dans cet esprit-là. C'est une proposition artistique, tu veux dire, de compiler tout ça. C'est une espèce de truc un peu unique, pas commercialement. Je n'essaie pas d'en parler commercialement parce que c'est pas des trucs que je vais vendre, c'est même pas des trucs dont je vais parler aux clients. C'est limite des surprises si ça fonctionne. Mais c'est cette espèce d'assemblage qui fait un truc absolument unique, qui fait qu'ils vont revivre leur moment, parce que le but de l'art, c'est de l'émotion, c'est de ressortir des émotions. Moi, le but du jeu de ça, c'est qu'ils chialent, hein. Il n'y a pas de secret. C'est que moi, si la plus belle victoire, j'ai 2 victoires. La première, c'est la photo sur la cheminée, et la deuxième, c'est s'il pleure quand il regarde des photos. Waouh. On parlait un petit peu storytelling. Enfin, toi, tu en parles beaucoup de storytelling sur ton site. C'est important, tu as même une définition de ce que tu appelles le storytelling. Et moi, quand j'ai creusé ta définition, j'ai plus retenu une chose, c'est le lien que tu crées avec tes sujets. Tu vas passer beaucoup de temps à préparer avec eux la session ou le mariage, ou en tout cas tout ce que tu vas faire pour eux. Moi, on en a déjà parlé, mais c'est un sujet sur lequel j'ai un peu plus de mal, c'est sur les échanges, parce que commercialement, moi je viens du monde de l'événement entreprise où il y a moins d'émotions forcément, donc c'est plus facile pour moi d'arriver avec mes appareils à la main, faire les photos et de repartir. Toi, j'ai l'impression que tu t'investis énormément justement dans ça, que tu arrives, tu dois certainement dire bonjour, papoter avant de sortir les appareils, enfin il y a toute une partie comme ça. Et même si on va un petit peu plus loin, j'ai l'impression que ton site ne vend pas tes photos, mais ta personne en fait. C'est juste.
C'est lire clair. Et alors c'est marrant parce que c'est pas forcément c'est pas ma personne en tant que moi, Nicolas Bellon, que je veux vendre, mais c'est une personne qui n'est pas juste un photographe. C'est ça que j'essaye de communiquer, quoi, pour que les gens pour que ça filtre aussi et que les gens qui me contactent se disent, attends, j'ai pas trop vu le mot photographie, j'ai pas trop ce truc figé et tout. J'ai vraiment misé sur une personne avec qui ils vont pouvoir discuter, avec qui directement on a des liens, parce que c'est plus facile pour moi de créer du lien à travers cette île sur laquelle je vis. Parce que les gens, ils ont un attachement, ils ont des souvenirs d'enfance, ils ont un lien de parenté ou de... Peu importe, il y a plein de choses qui se passent sur... Donc ça crée un lien avec eux. Donc oui, il a fallu que j'essaye de donner une définition au storytelling, puisque je crois que c'est juste un mot stylé que tout le monde utilise comme il tellement veut. Abusé, ouais. Tellement abusé, donc moi j'en ai abusé comme tout le monde. Simplement, je me suis permis de faire un petit onglet avec ma vision sur mon site où il y a écrit storytelling, et je développe ce qui aujourd'hui pour moi représente mon storytelling avec 7 petits points, et je parle énormément du lien. Et ce qui veut dire que je veux avoir des sujets de discussion avec eux et des points en commun. Je veux que voilà, notre première approche, ça soit pas que le mec me dise c'est un 50 mm ou non, mais ne regarde même pas. Je pourrais mettre un bout de scotch sur la marque de mon appareil photo. Ça n'a pas d'intérêt. Je veux pas parler photo, quoi. T'es un copain avec un appareil, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais il y a quand même une distance. Attention, là tu dis le mot copain, c'est hyper important parce que non, je suis pas non plus leur copain, mais je suis je suis arrêté. C'est bizarre à dire, les rétés, c'est les gens de l'île de Ré, mais pour eux, je représente un mec du coin qui leur propose quand même une approche de photo cool. Ils sont pas obligés de faire venir un mec de je sais pas où. Et donc voilà, on va pouvoir parler de plein de points en commun, des petits spots, des endroits. C'est cette espèce de légende du surfeur californien quelque part qui est toujours sympa. Mais me parle pas non plus de surf parce que là je suis pas du tout le client. Non, mais je veux dire, tu vois, quand tu vas en Californie, que tu vois les surfeurs, t'as l'impression que c'est des mecs hyper sympas. Le fait justement d'être le rété, ça te rend sympathique. Ça crée quelque chose d'accessible. Ça crée surtout un personnage où ils sont pas obligés de venir creuser fort en moi. C'est-à-dire que je peux me mettre face à eux et m'intéresser à eux et parler de sujets hyper importants. Mais j'ai quand même toujours une distance. C'est-à-dire que je suis cette personne pour eux, quoi, qui est sincère, qui parle vraiment de liens. J'aime beaucoup poser des questions. Souvent, j'ai des couples ou des familles qui ont soit plus d'enfants que moi, soit qui sont à un autre stade au niveau professionnel, soit ou qui sont un peu avant moi ou au-dessus de moi. Et donc, j'essaye toujours de discuter avec eux, même vraiment de leur poser des questions, des fois hyper perso, mais parce que je m'intéresse à tout, je veux vraiment comprendre, et surtout, je leur pose pas des questions juste pour parler, je leur pose des questions auxquelles j'essaye de me nourrir moi personnellement. D'accord. Tu vois, et ça crée du lien tout de suite. Okay. Et voilà. Non, mais c'est une bonne approche. C'est vrai que on peut vite paraître bizarre à essayer de s'intéresser trop aux gens, et finalement, non, toi, c'est ta normalité, ça passe bien, quoi. Des fois, ça passe pas, hein, la vérité. Ah ouais. C'est pas que ça passe pas, mais des fois, tu sens que le sujet se ferme. J'attaque pas tout de suite en parlant de ça. Je vais attaquer en parlant de discussions communes qu'on peut avoir quand on se retrouve sur une île. Faut bien penser que eux, quand ils arrivent, et c'est là où je te dis que j'ai une facilité par rapport à ma localisation, c'est que les gens, ils viennent de passer un pont qui fait 3 km au-dessus de la mer. Ils ont soit pris une petite loque, soit rejoint une maison de famille dans laquelle ils ont des souvenirs. Ils parlent de leur mariage, ou ils parlent avec leur famille, ils réfléchissent à qu'est-ce qu'on va faire pendant notre séjour. Et à un moment, dans ce petit moment-là, il y a une petite escapade avec un photographe, tu vois. Et là, on va pas parler de l'île de Ré. Ils ont peut-être regardé des spots pour faire des trucs avec leurs enfants, ou pour aller dans un village qu'ils ont jamais visité. Et tac, ça va être un sujet de discussion sur lequel je rebondis. Donc tout fait sens, mais c'est un petit microcosme avec des gens. J'ai vraiment une clientèle de niche, entre guillemets. C'est très rare que j'ai des gens qui connaissent pas l'île de Ré. J'ai jamais de clients ou de couples qui débarquent de je sais pas où. Non, on vient juste là pour faire ça sur l'île, on connaissait pas. C'est ça, les gens ils passent pas par hasard, quoi. Non. Et ceux qui me contactent, c'est parce qu'ils ont reconnu la couleur ils ont reconnu les lumières sur mon site, ils ont compris. Ils ont compris. Ils ont compris qui t'es, où tu es et ce que tu fais. Ouais. C'est pas mal comme explication. Traditionnellement, pour refermer la partie philosophie photo, on parle d'une image en particulier. Cette image-là est un petit peu particulière parce que c'est un album que tu avais soumis à, entre guillemets, critique sur le groupe Clubhouse. Donc, c'est pas une image qui est sur ton site, mais c'est une image qui, moi, m'a vachement marqué en fait, quand j'avais vu cet album. C'était la planche de surf.
Alors pour situer un petit peu aux gens ce que c'était une session de couple, il me semble, que tu avais partagé. D'ailleurs, je crois qu'ils étaient sur le bateau, non? Non, c'est pas les mêmes. Ils se ressemblent beaucoup. Tous, mais non. En tout cas, je crois que c'était ça. Mais en gros, tu demandais un peu l'avis des gens sur la session en général et la galerie que tu allais partager aux clients. Et au milieu de tout ça, il y a une planche de surf sur la plage. Ça pourrait être... Pour les gens qui ont, je ne sais pas, peut-être elle sera en ligne au moment où l'épisode sera diffusé, cette session, mais par exemple, sur ton blog, il y a un reportage sur Marie et Clément, le mariage de Marie et Clément. Il y a le même genre de photo, c'est une plante verte, qui a priori, c'est un détail qui n'a aucun lien avec ce qui est en train de se passer autour, mais qui enrichit vachement l'histoire. Ce qui m'a vachement marqué et ce qui m'a traîné dans la tête, et au moment où on a discuté d'enregistrer ce podcast, moi, c'est cette photo-là que j'avais en tête. C'est souvent, je peux résumer les gens que je reçois à une ou deux photos. Si je te résume très brièvement à une photo qui m'a marqué, c'est celle-là. Et j'aimerais bien qu'on parle justement de ces détails-là, de comment tu les vois, comment tu les fais et pourquoi tu les fais. Pour expliquer le pourquoi des détails, en tout cas, et des images de transition, donc s'approcher des choses et de photographier des choses des fois qui n'ont pas de sens dans un reportage, ça donne de l'air. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus classique et traditionnel que d'arriver sur une galerie d'un photographe et de dérouler. Alors je sais pas, par exemple, on va parler mariage, on va dire un marié qui se prépare, et ben tu vas avoir 15 photos parce que à un moment il enfilait son bouton de manchette, 2 secondes après il se boutonnait le truc, et puis après il se mettait de 3/4 parce qu'il resserrait son nœud pape et tout. Et donc t'as, avec le même cadrage, 15 belles photos du même sujet. Ça, c'est inconcevable pour moi. Je vais passer du temps à choisir une photo, ok, et je vais la mixer avec des photos qui ont un lien indirect. Ça peut être des détails que j'ai vus entre la maison où se préparait l'un et où se prépare l'autre. Et en fait, tout ça, tu me parles de ce détail qu'il y a sur le reportage de Marie et Clément avec cette plante verte. Déjà, d'une, elle vient amener un côté un peu plus éditorial. C'est-à-dire que quand tu regardes la galerie photo, t'as pas juste une prestation avec 10 photos qui s'enchaînent. Okay, ouais. Tu as vraiment un jeu de composition avec des photos verticales et des photos horizontales. Tu verras qu'il y a quasiment jamais 2 verticales qui se répètent, ni 2 horizontales qui se répètent côte à côte. C'est hyper important pour moi, donc, et dans ma prise de vue au moment où je shoote, et dans la façon dont je sélectionne mes images, je les traite et je les délivre. Je respecte tout ça parce que, encore une fois, l'expérience, je reviens à ça, mais le résultat de tout ça, c'est une foutue galerie. Ok, à la fin, il y a toujours quand même un mail qui part avec un pauvre lien moche. Les gens cliquent, ils arrivent sur un espace. Moi, j'aimerais qu'on me livre ça. Tu vois, j'aimerais avoir ce sentiment que on rentre dans une histoire. Les scènes commencent par d'abord le chemin que j'ai pris pour arriver là, quelle porte j'ai ouverte, quel détail à installer là. Tout est très long et les sujets arrivent en dernier. Okay, et quand les sujets sont là, je fais jamais 10 photos du même angle. Et donc tous ces petits détails vont être du pain béni pour moi pour casser mon reportage et venir donner de la respiration. Donc j'attache beaucoup d'importance aux détails. Je m'en approche. Je photographie au 35 mm, je m'en approche un peu et je clique sur là où je trouve que la lumière est cool. Peu importe ce que c'est. Là, c'est une plante verte. C'est vrai que j'ai un problème avec les yuccas. Je suis obsédé par cette plante, mais ça peut être plein de détails tant que la lumière est intéressante dessus. Je m'approche, je clique. Si c'est beau, ça va faire de la transition. Sachant que c'est pas forcément chronologique, c'est-à-dire que tu peux le faire en début de Presta et puis le ressortir au milieu. Je peux faire ça, mais pour un souci, comme plein de gens savent, pour un souci de temps, d'editing, je vais quand même beaucoup y réfléchir et ça va même être hyper important. Ça va m'aider à construire mon reportage, à les photographier au bon moment dans la journée. D'accord. Parce que je sais que si je ne fais pas un moment une photo de transition, je vais avoir quelque chose d'ennuyant. Je le sais déjà que dans ma tête, je suis en train de remplir dans mon appareil photo 10, 30, 40 photos qui sont les mêmes en fait. Donc, par mécanique, dans ma tête, je me dis, ok, il faudra une photo à ce moment-là. Qu'est-ce qui est intéressant dans la pièce? Donc, 3 pas en avant, 3 pas en arrière, je regarde dehors, je refais un tour, je bouge. Je bouge beaucoup. Je shoote que avec un 35 mm à la main. Et donc en fait finalement on m'a souvent fait des retours sur mes images en disant que c'était très varié. Il y a du close-up, il y a des moments très larges, il y a des moments moyens, je bouge énormément en vertical, en horizontal. Donc c'est ça, vu que je bouge beaucoup autour de mes sujets,
et ben je capture plein de petits détails qui me permettent de comprendre toute l'atmosphère qu'il y avait dans la pièce. Quelle était la lumière, quels sont les détails autour. Et le sujet vient toujours en dernier presque. Ouais. Ah, mais c'est hyper intéressant. Et du coup, t'as qu'un 35 mm? T'as pas d'autres... Enfin, t'as d'autres focales, j'imagine, mais tu t'en sers peu? Ouais, je m'en sers plus, j'ose pas les vendre ou j'ai peur de les vendre parce que j'ai comme tout, je vais les vendre et après je vais me dire « Oh, j'en aurais eu besoin pour ce truc-là, c'est sûr !» Mais au final, non. T'as toujours le 35 mm sur l'appareil. Ouais, quoi. j'ai un Mark IV avec un 35 Canon dessus, terminé. Et un seul appareil à la main? Non, après donc pour la vidéo, j'ai un Sony, j'ai un A7 III. D'accord. Avec et un qui te sert 35 que pour la vidéo Sony. Qui sert un peu pour la photo, mais j'ai passé 1 an à essayer de faire de la colorimétrie équivalente sur mes boîtiers Sony avec mes Canon. Je me suis dit, ah mais si, ça va le faire. En fait, c'est débile parce que je me retrouve avec 2 boîtiers qui ont 2 optiques 35. Donc c'est un peu... non, je suis pas hyper clair dans mon setup en fait. J'ai pas encore passé le pas. Là, allez, on fait un petit point geekery setup, mais si vraiment je devais me faire un gros plaisir, que je ne ferai pas cette année, mais je resterai chez Canon et je prendrai un R5 et un R6. Ouais. Voilà, le petit R6 qui ferait la vidéo avec peut-être un 24-70 pour avoir un côté polyvalent que je m'autorisais pas avant. Ouais. Mais là, comme on parlait de Clubhouse, j'ai rencontré aussi d'autres photographes qui sont très passionnés de grand angle ou qui ont vraiment des approches aussi différentes. Donc je me suis dit, ouais, il me faut au moins un 24 en mariage, c'est obligé. Donc peut-être un 24-60. C'est marrant comme la discussion en fait avec les autres photographes t'ouvre des perspectives. Mais moi, ça m'a dilué tout ça. C'est ça, en fait. Et plus t'es un mélange de rencontres et de gens et tout, plus tu te dilues. Moi, il y avait un côté un peu brut. C'est-à-dire que je suis enfermé dans mes petites idées, dans ma petite île avec ma petite façon de faire. Là, le fait de commencer à côtoyer des gens avec Clubhouse, forcément, ça m'a ouvert un peu l'esprit sur certains trucs. Donc, mon idéal, c'est ça, un R5, parce que je trouve le boîtier est beaucoup trop cher. Mais il est super cool, il a l'air trop bien. Pourtant, je suis pas un ultra matérialiste, mais juste le boîtier a l'air de répondre à beaucoup de choses. C'est ça que j'aime. Il a une capacité derrière une image d'un boîtier très simple. Ok, c'est juste un boîtier qui ressemble à plein d'autres séries des 5D, mais à l'intérieur, il est véloce, quoi. Il y a tout ce qu'il faut. Ça me plaît. Il y a un petit R6 parce qu'il m'en faut un second. Il serait bien polyvalent. Pas mal. Voilà, on ferme cette parenthèse de geekery. non, mais c'était hyper intéressant du coup, et c'est assez surprenant de voir que finalement tu tournes avec essentiellement une lentille. Ouais. C'est quand tu vois, moi des fois je me pose des questions, j'ai 2 appareils, j'ai un équivalent 35, un équivalent 50 parce que le 85 va être trop large par moment, le 85 va être trop serré par moment, le 35 va être trop large par moment, donc des fois je me retrouve avec un 35 et un 50 côte à côte juste pour resserrer un peu et avoir un arrière-plan plus propre, parce que des fois c'est très bien au 35, des fois tu as un petit peu de merdier derrière les gens que tu veux shooter, et le simple fait de passer au 50, ça te permet de nettoyer. Mais c'est surprenant et c'est assez... Après, le truc que tu as dit plus tôt, c'est que tu fais des petits mariages où tu n'as pas 350 personnes derrière aussi, et que ça doit aider à avoir un arrière-plan relativement clean aussi. Et puis je vends pas de photos. Je sens aussi dans ton approche, là, dans ce que tu me dis, que tu cherches toi aussi à te faire plaisir au niveau de ton œil. C'est-à-dire que tu as cette envie de nettoyer derrière, et puis tu sais que tes clients attendent ça, puisque c'est sur ça que tu montres aussi. C'est pas tellement ce qu'ils attendent, mais c'est moi qui suis obsessionnel là-dessus. Ah, voilà. Après, moi, j'aime bien le côté artistique de la photo, mais j'ai besoin aussi de ce côté ultra clean de l'image que j'ai pas toujours et qui me frustre assez fréquemment. Mais je suis capable d'aller sur Photoshop et d'effacer. Le dernier truc que j'ai fait, j'ai un couple de mariés qui rentre dans l'église. Ouais. Et lui, en fait, en larmes au moment de rentrer, donc il est à côté de sa future femme, il est en larmes, il est en train de se moucher. Elle est en train de lui faire un bisou. Moi, je suis devant, donc j'ai eux dans cette position-là, le prêtre à côté, toute l'église derrière, et évidemment, il venait de rentrer, donc la porte à demi ouverte. Derrière, avec un beau gros halo lumineux, et moi qui me ronge les ongles de ne pas m'être baissé un peu plus pour pas avoir ce petit halo lumineux. Et j'ai passé 45 minutes juste à fermer la porte. Oh, purée. Et je l'ai fait parce que ça me rendait dingue, en fait. Waouh. Je crois que cette photo, elle est sur mon Instagram, je mettrai le lien, mais j'ai ce besoin d'avoir des choses propres et de ne pas avoir de défauts, mais c'est obsessionnel, hein, c'est pas... Oui, mais ça définit pas, ça en dit long sur toi. Ouais. Est-ce qu'on fait une petite inversion de podcast? C'est rigolo parce que j'ai l'impression que tu as peut-être... Alors que pourtant, tes photos, je les trouve super clean, tu vois, et super propres, mais finalement, ça t'obsède moins, quoi. J'en montre... Non, je suis très, très obsédé. Ouais. Non. Je suis très obsédé par plein de choses.
Je suis très obsédé par plein de trucs. Attends, je suis en train de chercher ta photo en même temps sur Insta parce que je voudrais bien la voir. Ah, tu l'as publiée la photo avec la porte de l'église? Je crois qu'elle doit être non, sur attends, je la vois pas. Non, je suis très obsédé. Je suis vraiment obsédé par ce côté vertical et horizontal et vraiment que les fonds soient plus ou moins clean. Ah oui, ok. Ok. En fait, au départ, la porte, elle est ouverte derrière lui. Ah ouais, et donc t'as refermé la porte pour regarder juste un halo. Putain, bravo. C'est un travail titanesque, mais ça m'énervait. Mais c'est ce qu'il faut en même temps pour créer ces images fortes. Alors je pense que aussi tu es énormément. Il y a ce côté un peu. Est-ce que la photo concours pousse pas un peu à ce. Ok. Je sais pas si on peut en parler. Moi, je suis pas du tout dans ce bail-là, mais je pense que les gens que je côtoie qui sont très et qui sont passionnés, parce qu'il y a vraiment une passion sur ok, cette photo, comment elle a été faite. Là, les gens vont passer un temps fou à s'inspirer. Il y a des applis même maintenant et tout. Voilà. Et donc forcément, quand toi tu te retrouves avec une photo comme ça, je comprends que tu peux te dire mais oui, mais je vais juste fermer cette porte parce que tu connais les capacités de ce que tu peux faire. Tu peux le faire. Et ça aussi, c'est hyper prenant. Moi, je pourrais complètement me prendre à ce jeu-là, mais je le fais pas. Je fais pas trop sur ces retouches-là. Mais si tu regardes bien sur mon site, finalement, je communique pas beaucoup sur les photos de mariage. Tu verras souvent que c'est des couples en mode normal, en fait. Il y a très peu de robes de mariée. Les gens, ils me font confiance à partir du moment où, parce que je communique sur les images qui sont les images, c'est la première chose qui se passe quand je les rencontre. Quand je les rencontre, on fait de la photo. Il y a toujours, moi, dans mon approche, dans ce que je leur vends, il y a 1 heure, quoi, 1 heure de rencontre photo. Donc, si tu veux, c'est ce moment-là où je fais des photos et je montre ça parce que c'est ça qu'ils vont recevoir en premier. Mes couples qui regardent mes photos sur mon Insta, ça sera ce type de photos-là qu'ils auront en premier avant leur mariage avec moi. Donc, ça fait sens. Mais si tu veux, je te parle de ça parce que je peux pas. Je montre peu de photos de ouf comme toi là où t'as retouché cette porte. J'ai pas ce genre. C'est peut-être aussi parce que tu es dans un endroit plus romantique entre guillemets. Moi, je suis archi-urbain et j'ai peut-être pas. Enfin, je sais pas. J'ai jamais réfléchi à ça pour être tout à fait honnête. Et je suis pas obsessionnel des concours non plus. Enfin, 99% du temps, j'oublie de les faire. Mais j'ai quand même ce besoin d'avoir des photos clean. Ouais. En plus, elle est super clean. Non, mais quand tu regardes, je suis aussi obsédé que toi, je pense, sur le côté clean et le fond. Hein. Ces deux mariés-là, justement, la première version que j'ai livrée, c'était celle avec la porte ouverte. Et à un moment, j'ai refait la photo, j'ai changé dans la galerie. C'est maintenant comme tu rends ta galerie et tout. Et un jour, je reçois un coup de fil. Il me dit, t'as changé la photo là? Je dis oui. En fait, il avait vu. Il m'a dit ouais, ça m'énervait aussi, mais du coup, j'ai dit ouais, mais en fait, moi, ça me rendait chèvre et je pensais qu'elle avait vraiment du potentiel celle-là, quoi. Tu vois à quoi ça tient? Donc il y a aussi, tu sais clairement que les couples que tu accompagnes ont cette vision, ce regard. Peut-être. Peut-être c'est inconscient. Je sais pas. J'ai jamais réfléchi, mais c'est bon. On va pas parler. L'idée, c'est de parler de toi. On va changer. Non, mais moi j'aime bien. Mais bon, parce que c'est aussi c'est toi qui m'interviews, mais c'est notre moment à tous les deux. L'idée, c'est un échange en fait. Mais c'est vrai que du coup, c'est assez surprenant parce que finalement tes photos elles sont assez léchées et que tu me dises que t'as pas forcément cette obsession là, en tout cas de manière consciente, ça me surprend un peu. Ouais, j'ai peut-être pas été hyper clair parce que franchement je suis hyper obsédé, je suis obsédé par les lignes, par le côté horizontal de mes photos, il faut absolument que ça soit droit, je suis obsédé par les fonds. Je sais que quand je photographie, si le fond est pas terrible, j'essaie qu'il y ait une lumière dedans, enfin, tu vois, qu'il y ait un flair, un halo qui l'amène. Et je suis hyper obsédé par les lignes, quoi. Il faut que mon cadrage, il faut que ma grille soit les yeux ou les visages sont souvent placés au même endroit dans mes images. T'as vraiment cette impression quand tu scrolles sur mon Insta ou sur mon site que il y a beaucoup de cohérence. Je pense que c'est à l'usage que c'est venu pour essayer d'être cohérent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une phase quand t'es moi, je vais parler pour moi, je vais pas parler pour les autres. Mais j'ai vraiment eu cette phase où il fallait que je devienne cohérent et consistant. Hein. Donc il fallait que j'automatise ou en tout cas que je note des réflexes, des choses pour que je travaille de manière plus cohérente. Et ça, c'est typiquement venu tout de suite, c'est-à-dire le type de cadrage, la façon de faire ma prise de vue, le type de cadrage quand je suis dans mon Lightroom et le choix aussi des photos que je livre, parce que j'en livre finalement peu par rapport à ce que je shoot, je déclenche beaucoup. Et voilà, je sais pas si ça répond à ta... Ça répond bien à ma question, mais du coup, on est parti très très loin. On partait des détails au départ. Non, mais c'était hyper intéressant. Je pense que ça va être la partie de l'épisode où je vais recevoir plein de messages en disant putain, mais c'était génial.
Ils sont partis trop loin. Non, en général, c'est ces parties-là qui marchent bien. On va parler côté un petit peu plus business. Aujourd'hui, c'est quoi ta source de revenus principale? C'est quoi C'est le mariage. Le mariage? C'est le mariage et c'est vraiment en évolution. Mais on va dire que là, sur les 5 dernières années, c'est vraiment ma vie est basée sur ça, sur la confiance de couple et sur ce roulement, tu vois, de couple qui se projette vraiment à l'avance. Donc ça ressemble à des saisons bookées 1 an, voire 2 ans à l'avance, des fois. Techniquement, on est en 2022 là. Il me reste quelques places pour 2023, mais peu, et j'ai déjà commencé à signer du 2024. Donc mon économie est là, si tu veux. Les gens me contactent vachement à l'avance. Ça me projette du coup, ça fait un peu flipper des fois. Ça me projette un peu loin, sur les dates. Mais voilà, aujourd'hui c'est ça. Ma source de revenus principale, c'est le mariage. Mais je travaille énormément depuis 2 ans à développer d'autres choses. D'une, parce que je pense à la suite et que je me vois pas à 45 ans accompagner des couples de 25 ans hyper fresh sur l'île de Ré, tu vois. Et je sais pas, aujourd'hui cette idée elle est pas bonne, donc je construis d'autres choses à côté. T'as quel âge? Là j'ai 35. 35, moi, ça évoluera. Moi j'ai 45 et je pensais la même chose que toi. Ouais, bon voilà, c'est pour ça que j'ai rebondi là-dessus, mais alors il y a aussi la partie énergie, hein. Peut-être que quand mes enfants auront grandi, j'aurai plus de temps pour me récupérer de l'énergie sur mes saisons. Quand ils arrêteront de venir te réveiller toutes les nuits, je pense que ouais, effectivement, tu dormiras mieux déjà. Ouais, ça serait pas mal. Bon, ils me réveillent pas toutes les nuits, mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est assez intense. Mais voilà, j'aimerais qu'il y ait d'autres choses et je travaille énormément sur d'autres choses qui ont un lien, forcément. Parce que ça va être peut-être d'autres choses que mes mariés pourraient consommer que de la photo. Et c'est en tout cas des choses qui ont du lien avec l'expérience. Enfin, tu vois, j'ai l'impression de rester intègre à ce que j'aime, à ce que je suis, mais j'essaie de le diversifier dans d'autres choses. Aujourd'hui, ça serait me desservir que de citer toutes les choses dans lesquelles je fais et des choses qui me rapportent de l'argent. Mais bientôt, il y aura des pôles que je mettrai vraiment en avant et ça sera très très clair. Mais tu vois, tu as parlé un moment des néons. C'est typiquement un projet que j'ai monté pendant le confinement. Ça avait du sens parce que avec la décoration de ma femme qui est wedding planner, construire des objets lumineux qui vont aller dans des fonds de cérémonie, qui vont aller dans des lieux de décoration, ça avait du sens. J'en ai vendu un et il y en a eu un autre qui a été demandé et un autre et je me suis retrouvé à avoir, ça y est, j'étais un business, c'est-à-dire que j'étais en train de me dire j'investis dans des machines, faut que j'emploie quelqu'un parce que là j'ai plus le temps, je peux pas tout faire. Pour la vérité, c'est que le projet aujourd'hui est arrêté parce que je peux pas être partout. Donc là on est dans la structuration de tout. Donc ça va être là pour les 3 prochaines années. Je structure. Tu mets en place. Donc voilà, je mets en place pour que tout soit plus cohérent et que dans ma tête aussi ça soit plus cohérent aussi. Parce que jusqu'à présent, être obsédé par l'expérience et le rapport aux gens, la partie business pure n'était pas mis en avant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que j'ai toujours bien gagné ma vie, mais savoir quand ça arrivait, par où ça arrivait, par qui et qu'est-ce que je pouvais en faire. Je le savais, mais je peux le faire beaucoup mieux que ça. Donc là, c'est vraiment cette idée que mon économie va se structurer. Mais là, c'est le mariage. Se mettre en place. Voilà. Ok. Petite digression de 10 minutes. Non, c'est cadeau. On a parlé un petit peu du côté ultra local, Île de Ré, que tu revendiques. T'as répondu partiellement à cette question justement en disant que ton calendrier était rempli longtemps à l'avance. Mais la première question que j'ai par rapport au fait que tu sois sur l'île de Ré, c'est déjà comment tu gères de vivre sur une île qui a priori est plutôt très chère, voire parfois trop chère pour ses habitants, j'imagine, et qui se remplit par intermittence. Justement, comme tu as plusieurs périodes dans l'année, comment est-ce que tu vas gérer la tarification entre les locaux qui sont des gens avec des revenus normaux et les touristes qui sont manifestement des gens qui ont beaucoup plus de moyens, notamment ceux qui ont des maisons là-bas? Alors, il y a tellement... Pardon. Il y a tellement de... T'as vu, j'étais pressé de répondre à cette question. Je t'ai coupé la parole. Il y a tellement de différences. Les locaux qui sont en location ou qui ont hérité d'une petite maison il y a 10 ans et qu'ils ont pu le faire et tout, ne sont pas ma cible. La première raison pour ça, c'est qu'ils sont sur place. Donc ils vont connaître le pote qui a un petit endroit pour se marier, ils vont avoir un petit terrain pour se monter un petit chapiteau, ils vont connaître un pote traiteur, ils sont sur le terrain. Ils n'ont pas besoin ni des services de ma femme, ni de moi, parce que je vais être trop cher et que pour eux,
payer le prix d'un photographe comme moi qui a un atelier, une expérience, une team de mariage qui va derrière et tout, ça n'a pas de sens. J'ai envie d'avoir une offre qui s'adapte parce que je ne veux pas scinder, tu vois, les gens. Ouais. Parce que c'est vraiment ce côté bipolaire qu'il y a ici, quoi. Moi, faut pas oublier que cette île, enfin, je veux dire, je suis un paysan déguisé en riche, quoi. La vérité, c'est ça, c'est que moi, j'ai connu l'île de Ré, quoi, à 30 ans, c'était des cabanes dans les arbres, c'était pas bétonné, c'était la vraie vie de campagne avec, on allait à la pêche et puis on bouffait les huîtres comme ça et puis c'était une vie de campagne, quoi. Il y avait des animaux partout, les chiens, ils étaient libres. C'était la vraie vie de campagne. C'est fini maintenant. Maintenant, c'est des maisons de ouf, que des maisons de magazines. Tout est bétonné. Hein. Là où il n'y a pas le droit qu'il y ait de la terre, on met du béton. Il reste des beaux espaces verts, mais tout est protégé. Tu peux plus bouger une oreille. Donc, ah là là, je suis chiant. J'ai digressé, mon pauvre Julien. Comment je reviens sur mes pattes là de ça? C'était important. Écoute, je vais te dire, c'est important pour moi de parler. Genre, je sais pas si tu garderas ça, mais si tu le gardes, c'est cool. Sinon, c'est pas grave. Mais d'expliquer le contexte des gens qui vivent sur l'île de Ré pour que tu comprennes quelle est ma clientèle et pourquoi les locaux, c'est-à-dire les gens qui vivent là à l'année, n'ont pas les moyens de mettre soit 550 € dans une séance famille de 2 heures, soit presque 3000 € pour un mariage. Et ben voilà, la cible qui peut faire ça, c'est des gens qui se donnent, qui achètent des grosses maisons, mais en même temps, ils me permettent de vivre, mais ça a aussi rongé le lieu dans lequel j'ai grandi. Donc il y a tout un paradoxe là-dedans, et c'est important que je le dise, c'est de dire ouais, ça paraît très beau de vivre sur une île et avec tout ce truc-là, mais la vérité c'est que c'est un peu plus stérile que ça en a l'air. En fait. Et en même temps, t'as envie de te lancer dans raconter les histoires des gens qui vivent sur l'île de Ré, justement. Cette idée de podcast que j'aimerais faire, ça serait vraiment d'accompagner des familles qui fraîchement viennent de s'installer sur l'île. Ils seraient pour moi au moment parfait ils ont cette vision de la ville, ils font le sacrifice énorme de venir s'installer sur l'île. Quels sont, eux, leurs regards sur la vie qu'ils quittent et la vie dans laquelle ils arrivent. Et là, il y a tellement de choses à déconstruire, à comprendre et tout. J'ai beaucoup de choses, je pense. Ça m'intéresserait beaucoup. Alors, donc j'espère le faire. C'est rigolo qu'on soit parti dans ce sens-là parce que ma question suivante, c'était sur ta communication. Et dans ta communication, tu es Nico de l'île de Ré. Il y a un truc qui est... Ma bio Clubhouse. Qui est très... non, pas que ça, mais tu vois, par exemple, tout à l'heure, on a échangé par SMS. Et maintenant, les iPhones, ils te demandent si tu veux mettre à jour le contact avec les infos que ton téléphone à toi envoie au mien. Et en fait, ça me proposait de t'enregistrer comme Nico from Ré. Ouais. Alors ça, c'est mon petit nom, c'est mon ancien nom d'influenceur. Mais oui, vas-y. Mais pour te dire jusqu'où ça va, c'est-à-dire que même dans les SMS, si quelqu'un n'a pas ton numéro dans son téléphone et que ça lui propose de l'enregistrer, et ben en fait, tu vas être enregistré comme Nico Framery à ta photo. Enfin voilà, mais t'es clairement identifié comme ça. Moi, j'ai un constat personnel qui est que sur un événement, par exemple, j'ai beau me présenter 50 fois, je suis le photographe. Je suis pas Julien. Enfin, ça arrive que je sois Julien, mais souvent, je suis le photographe. Je pense que tous les photographes peuvent s'identifier à ça. C'est photographe, monsieur le photographe. S'il vous plaît, monsieur le photographe. C'est rare qu'on t'appelle Julien, sauf t'es marié et t'as beau te présenter 550 fois au témoin, au truc, au machin. Il y en a pas un qui va être foutu t'appeler par ton prénom. Toi, tu t'identifies à l'île de Ré. Est-ce que tu vois, on va revenir à ton site qui rend pas ta photo, mais ta personne, en fait, qui vend le truc. Est-ce que, justement, tu essayes d'être en même temps le photographe et en même temps le représentant de l'île de Ré auprès de tes clients? En fait, c'est que c'est un argument. Je vais te le dire le fond de ma pensée. C'est que pour être en accord avec toute l'image et toute mon intention et toute la sincérité de mes propos, il faut à un moment que je dise aux gens, je suis là toute l'année sur ce caillou. Ok, c'est pas un endroit où je viens juste pour passer les vacances et me faire une saison de photos et je repars je sais pas où. Ouais. C'est ma vie, c'est des sacrifices aussi, tu vois, d'être là. Donc je veux qu'ils comprennent que si j'écris Île de Ré et que je le revendique, c'est pas juste du bullshit, c'est vraiment parce que ça a du sens et que ça fait partie de ma vie, quoi. Ça clarifie, en fait. Ça clarifie énormément et ça montre, c'est une grosse plus-value pour moi de sincérité et d'engagement envers eux, quoi. On va encore parler un petit peu communication. Dans tes blog posts, c'est toujours très très détaillé. C'est limite une galerie entière que tu publies quand tu publies ce que tu as photographié. Le conseil général, c'est plutôt de se limiter, de montrer que des petites choses qui vont intéresser. Toi, tu montres vraiment... Je ne sais pas si c'est tout, mais je pense que c'est proche de tout ce que tu rends. Et limite, je pense que les mariés pourraient tout à fait envoyer ton post de blog à leurs invités et ils pourraient y accéder.
D'ailleurs, ça me fait me demander si tu n'as pas fait ça intentionnellement pour que les invités viennent sur ton blog après voir les photos, puisque les maris ont cette fâcheuse tendance d'oublier de partager les galeries. Mais je trouve que c'est un vrai talent de faire ça. Et justement, tu vois, tu parlais de storytelling. Finalement, c'est une vraie force de faire cet effort et de pousser le storytelling jusque-là, en fait. C'est un boulot titanesque de faire ça. Ouais, je pense que choisir, c'est dur. Choisir ses images quand tu dois bloguer, c'est pas évident. Il y a beaucoup d'angles différents que tu peux prendre. Il faut à un moment imposer cet angle de vue. Alors, sur mon site, il y a vraiment des petits résumés de photos où on voit des moments forts. Okay. Ouais. Et après, quand tu rentres dans les blogs, là, c'est vraiment l'histoire des couples. Parce qu'il y a eu aussi des questionnaires envoyés à la suite du mariage où on a vraiment, nous aussi, envie de bloguer comme un blog de mariage professionnel le ferait. Ouais. Et on a envie d'amener du contenu vraiment un peu sympa. Et le fait de mettre beaucoup d'images, alors je pense qu'on en met une centaine, voilà, beaucoup d'images par reportage et beaucoup de textes, fait que les gens qui vont passer du temps à lire, ils sont engagés. Celui qui arrive sur un blog post et qui veut juste voir une belle photo pour savoir si je suis le bon photographe et puis me contacter pour acheter une photo, nope. Il s'est trompé, c'est pas moi. Celui qui va passer du temps à lire et qui va se prendre la tête et même des fois il va se dire aussi, c'est vrai qu'il y a un peu beaucoup de photos là, celle-là. Mais bon, c'est pas grave, on le baigne. Il faut ce sentiment d'être englobé dans l'expérience, l'histoire et tout. Et c'est aussi pour montrer l'authenticité. Tu vois, il y a certains reportages sur mon site où tu vois dès la demande en mariage, des couples où on a fait la demande en mariage en 2019, qu'on marie en 2021. Ouais. Donc il y a un suivi, c'est des gens avec qui voilà, on bouffe au resto, on se voit, on papote, on s'appelle. Il y a vraiment des liens qui se créent. Et là, depuis 3 ans, 3-4 ans, c'était 1 an avant le Covid, on a vraiment revu notre vision quoi, avec nos couples. Et aujourd'hui, nos couples, on va pas dire que c'est tous nos amis parce que on est tous différents, tu vois. Mais il y a quand même toujours cette vision où voilà, il y a des liens qui se sont créés. Donc il faut, alors, voilà, je digresse, il faut absolument qu'on ait, j'aime dans ces reportages, qui est de l'avant et de l'après. Ok. Ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'informations dans ces reportages, c'est parce que voilà, il y a toute l'expérience qu'on a eue avec eux, bah on la partage. Mais en tout cas, ça trie et ça engage. C'est-à-dire que ceux que ça intéresse pas, ils vont arrêter tout de suite, et ceux que ça intéresse, ils vont continuer jusqu'à plus soif, quoi. Merci d'avoir résumé ça en 1 seconde. Non, mais c'est... Non, c'est ce que j'ai compris de ce que tu viens de dire en tout cas. C'est très clair, c'est exactement ça. J'ai pas été capable de le faire comme ça parce qu'il y a trop de choses dans ma tête. Tu as le droit de récupérer, c'est cadeau. Dernière question de ce côté business, est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui ? Je gagne bien ma vie, je vais bien la gagner bientôt. Ouais. Ok. Je pense que je suis en train de structurer pour que les choses se fassent différemment. Jusque-là, je gagnais ma vie. Mais si je comptais les heures que je faisais, pas que à juste être un photographe de mariage, mais toute la communication, tout le temps, tout ce que tu vois aujourd'hui dans une galerie, toutes ces heures à réfléchir, à comment sélectionner, comment créer un preset, quel logiciel utiliser, comment communiquer, comment faire mon site web, comment toutes ces comment que l'on fait en tant qu'entrepreneur. Si je devais calculer toutes ces heures investies, ce que ça m'a rapporté là, je te dis non, je gagne pas bien ma vie. Si tu me demandes est-ce que ça me permet de vivre sur l'île de Ré, oui. Tout ça, c'est en évolution. Ok. Donc, ma situation actuellement me permet de payer cet environnement. Tu vois, cette petite maison, ce local et nos frais. Franchement, j'espère que ça va être mieux. On restructure pas de manière à gagner vraiment plus d'argent, c'est-à-dire d'en accumuler des tonnes, quoi. Ça n'a pas d'intérêt. Et même si on pourrait croire qu'on en accumule beaucoup, si tu veux, on est autour d'un marché du mariage sur l'île de Ré qui est important. Ouais. Donc ça représente beaucoup d'argent. La vérité, c'est que quand tu es un prestataire ou un intervenant, que ce soit sur la partie organisation de mariage ou sur la partie photographique, tu ne représentes qu'une petite partie d'un gros budget. Donc quand les gens s'intéressent à l'île de Ré et s'intéressent au mariage sur l'île de Ré, ils ont comme référence le prix de ce que ça coûte de s'y marier. Et ils font une espèce de raccourci sur ce que peut gagner un prestataire de mariage sur l'île de Ré. Ouais. Et il faut remettre les choses à leur place. Le marché est le marché. Il existe comme ça sur l'île de Ré à travers le mariage, mais les gens qui vivent toute l'année sur l'île de Ré, comme nous, et on fait exclusivement ça, on gagne bien notre vie, mais c'est pas, on sera jamais propriétaire d'une maison si c'est la réponse que je peux te donner, quoi. On ne pourra jamais investir 800 000 € dans une maison qui fait 80 mètres carrés. C'est pas possible.
Peut-être, on verra, on en reparlera. On en reparlera dans quelques années. Ouais, j'espère. Je te dirai hors antenne ma façon de voir les choses là-dessus. Ah oui, il faut appeler l'univers. Faut appeler l'univers, Julien. Pas que. Ça va beaucoup plus loin, mais j'aime bien aussi cette idée de l'univers. On arrive à la conclusion de l'épisode. C'est quoi le pire moment de ta carrière ? Il y a déjà eu des situations rigolotes. Mais une fois, il y a longtemps, au début, je devais... Vraiment, je faisais tout. C'était au tout début où j'ai des mails à faire des mariages et j'avais signé un couple et je les ai photographiés. Mais à la fin de la soirée, j'arrêtais à 20h, je crois. J'arrêtais à 20h ma prestation de photographe et après, je m'occupais de la navette. Ouais. Ok, je vous parle d'un temps, il y a longtemps. Et quand je me suis retrouvé à ramener les mariés bourrés, le marié était insupportable, il s'est mis à cracher dans notre voiture, il s'est mis à mettre les pieds partout et j'étais obligé de le sortir et ça a failli très mal se finir. Donc voilà, c'est une petite anecdote comme ça. J'ai pas de moment pire. Ouais. Je touche du bois là pendant que je vous parle. J'ai pas eu de pire moment, de pire souvenir. C'est quoi le meilleur moment de ta carrière ? Mes plus grands moments, c'est juste de faire un truc magique, c'est que moi je fais mes mariages, j'accompagne des couples que j'aime, qui m'apprécient pour ce que je suis, qui connaissent mon prénom, dans des lieux que j'aime, que ma femme souvent a décoré, qu'on a réfléchi pendant des années à comment le faire et tout est vraiment bien préparé. Et quand je termine à minuit, que je pose mon boîtier, je bois une bière ou je bois un coup avec les gens, je prends ma voiture et en 5 minutes, je suis dans mon lit avec ma famille et le dimanche matin, je suis réveillé par mes enfants et je peux faire un petit déj. Voilà, c'est la magie que beaucoup ne peuvent pas malheureusement s'offrir, ceux qui décident de faire ce métier de photographe de mariage et qui ont des familles et qui essayent de faire ce compromis. Je sais je sais comment ça peut être dur. Mais voilà le gros kiff. T'as un bon positionnement pour ça. Ouais. Le mariage local, c'est la vie. J'aimerais que tout le monde se spécialise sur un secteur. Quoi. Mais moi, c'est mon rêve. C'est si je pouvais être le photographe du 16e arrondissement de Paris, ça m'irait très bien. Et appelle l'univers. Mais j'appelle l'univers. Mais tu sais, j'appelle l'univers et l'univers me répond. Parce que en gros, à peu près tout ce que je reçois en ce moment, c'est des trucs autour de chez moi. Donc des choses auxquelles je peux aller à pied. Donc ça, c'est assez cool. Et notamment, tu vois, j'habite à 2 pas du MJLF, donc c'est le mouvement juif libéral de France. Et j'ai photographié une bat mitzvah là-bas il y a 1 an. Et maintenant, en fait, je commence à avoir des gens qui m'appellent là-bas. Et du coup, j'y vais à pied. Je traverse le pont et j'y suis. Donc finalement, l'univers te répond. Je l'ai dit, je l'ai répété. Il faut s'y accrocher. Ouais. On arrive à la dernière question de l'épisode. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode ? Je vais te faire un cadeau. Vas-y. Je vais te recommander un mec qui parle une langue que tu peux pas. Tu pourras jamais parler polonais ou un truc comme ça. Un truc comme ça. Rafal Bojar, au-delà d'une personne que j'aimerais que tu interviewes parce que j'aimerais pouvoir évidemment t'écouter l'interviewer, mais je pense que ça serait très compliqué. Je connais pas beaucoup la personne qu'il est. Je l'ai entendu à travers d'autres photographes, des gens qui parlent de lui. Ce que je retiens de cette personne, ce que j'ai choisi de retenir de ce mec, Rafal Bojar, c'est l'expérience et sa singularité, quoi. C'est que moi, je fais des photos comme tout le monde, ok. Et le résultat, il est le résultat d'un photographe de Moody. Ok, voilà, teinte de peau caramel, cadrage joli. Un petit peu mieux que ça, mais bon. Ouais, non, mais voilà, globalement, j'ai le sentiment de faire la même chose que plein de photographes. Ce photographe-là, quoi que t'en dises, tu mets 100 photos les unes à côté des autres, tu calques, tu comprends son intention, tu comprends sa recherche artistique. C'est un artiste, selon moi. Selon d'autres, je pense, mais je veux pas l'imposer à tout le monde, mais c'est pour moi un artiste et c'est une personne dans son approche qui m'inspire beaucoup. Je vais aller voir ça. Je mettrai le lien vers son site dans les notes d'épisode et on va voir déjà s'il parle français, s'il y a moyen de l'inviter, et puis s'il peut pas, on trouvera bien moyen de faire un article sur lui sur le blog pour le présenter un petit peu aux gens. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Devine. Sur l'île de Ré, bien sûr, mais en ligne. En ligne, nicolasbellon.com, mon Instagram, tu tapes Nicolas Bellon n'importe où, tu tapes photographe Île de Ré si tu n'as pas retenu mon nom ou mon prénom et tu tomberas sur mon site à un moment ou à un autre. Assez rapidement. Ouais. Merci beaucoup. Il me reste à te remercier d'avoir participé à cet épisode et d'avoir ouvert ton œil et ton île, littéralement, pour nous. Merci d'avoir fait tout ça. Et puis j'espère que bientôt je pourrai venir te rendre visite à l'île de Ré du coup. T'es le bienvenu et surtout viens avec ta famille.
Parce que c'est trop bien de pouvoir tout de suite avoir des points communs, tout de suite au-delà de pas parler forcément photo, mais de parler de moments de vie. Et je tenais à te remercier par ton approche, la façon dont tu es venu vers moi et puis comment on a discuté. Et puis des échanges qu'on a eu même au-delà de parler forcément podcast. C'était un vrai plaisir, tu vois. On a passé un super moment. Et c'est la première fois que je faisais ça. Donc je suis hyper content que ça soit avec toi, que ça se soit fait. Donc merci. Je suis content de t'avoir reçu. Merci à toi et puis à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.